hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Hors champ ce soir en compagnie de Jean-Christophe Bailly. Si je vous dis le mot neige, que me répondez-vous, Jean-Christophe ? Neige. Oh, plein de choses. J'aime beaucoup la neige d'abord. Plus il y en a, mieux c'est. C'est toujours un peu horripilant d'entendre le concert de plainte dès qu'il y a 4 ou 5 centimètres. Voilà, donc en fait, c'est une transfiguration absolument magnifique, simple du paysage. Et d'avoir été plusieurs fois en Russie l'hiver, évidemment, ça donne une espèce d'amplitude au souvenir de la sensation. Vous aimez les paysages de neige ? Oui, énormément, oui. C'est-à-dire, je pense que j'aurais du mal à vivre dans des contrées où elle ne vient jamais. D'ailleurs, j'ai du mal à vivre en France, de plus en plus, mais pas seulement à cause de l'absence de neige. Et pourtant, vous avez publié très récemment ce livre qui s'intitule Le dépaysement et qui ne parle que de la France. Ben oui. De votre France. Non, pas ma France. Ça, jamais je dirais un truc pareil. C'est pour Charles Trenet. Mais Qu'est-ce que vous avez contre Charles Trenet ? Non, rien. Mais bon, moi, j'ai rien contre Charles Trenet. Mais disons, ma France, non, en aucun cas. Justement, tout le livre a pour but, d'une certaine manière, d'éliminer les possessifs. Et de penser la notion, et éventuellement même de communauté nationale, la penser hors de ces possessifs, avec ce qu'ils ont toujours de discriminant. Voilà. Il n'empêche que c'est vous qui vous promenez en France, qui arpentez des chemins, qu'ils soient buissonniers ou qu'ils soient urbains, et qui, par votre propre regard, d'ailleurs vous avez devant vous un petit carnet. Et en guise d'essai de voix tout à l'heure, vous lisiez des extraits de votre dernier voyage. Je ne sais pas si c'était un voyage fait hier Berlin, en train. Oui. À Berlin, il y a quelques jours, oui. Donc, à chaque fois, vous décidez de partir, vous marchez et vous notez. Avec un petit carnet et un stylo, en effet, qui sont les armes. Mais vous voyagez pour écrire ? Là, pour le livre Le dépaysement, je voyageais spécialement pour écrire, oui. C'est-à-dire, comme j'avais eu cette idée de tenter une espèce de coupe ou de portrait pour essayer de comprendre ce que pouvait vouloir dire le nom France à l'époque où l'identité nationale était brandie comme ça, de manière totalement idéologique et fausse, mais d'essayer de voir s'il y avait quand même des contenus, et pourquoi il n'y en aurait-il pas, et pourquoi ne pourrions-nous pas les utiliser librement. Et voilà, donc l'idée c'était d'aller voir sur place, donc et en fait de revisiter ou de découvrir d'ailleurs, parce que c'est assez grand, c'est assez vaste en fait, c'est 550 000 km², et j'étais jamais déçu puisque quand je suis allé en Lorraine, j'avais 1 ou 2 chapitres en tête, j'en ai au moins écrit 5. Quand je suis allé dans le Nord, j'en avais 15, j'en ai écrit 3, enfin voilà. En même temps, il y a des choses que je regrette des régions que je regrette de ne pas avoir traitées, évidemment, et puis des lieux où je suis allé, où j'ai oublié des choses, voilà. Par exemple, hier, j'étais à Vendôme pour le travail de l'école de paysage, où j'enseigne, et j'étais à Vendôme, qui est décrite dans les chapitres du livre. Et il y a une chose que je ne savais pas, par exemple, c'est que le général Rochambeau, qui est le héros local, en même temps qu'il était un compagnon de Lafayette célébré comme un libérateur de l'Amérique, il a été un des pires esclavagistes qui soit, notamment célèbre, enfin pas tant que ça, c'est pas célèbre, mais maintenant je regrette justement de ne pas avoir trouvé l'occasion de le dire, puisqu'il y a les quartiers Rochambeau, qui sont des grandes casernes, très belles d'ailleurs, presque en centre-ville, à côté de l'abbatiale, et à côté de l'endroit où il y a eu le procès de Gracchus-Babeuf, ça je l'ai pas raté, j'en parle, mais par exemple Rochambeau était connu pour avoir dressé des chiens non seulement à rattraper, mais à dévorer les esclaves révoltés. Voilà.
par exemple, ça, je l'ai raté. Et d'autres choses. Enfin, après, par exemple, la Côte d'Azur, j'aurais aimé, j'aurais peut-être dû en parler. Évidemment pas le côté baie des Anges. Ces espèces de côté. C'est un beau film de Jacques Demy. Hein. Oui, mais ces espèces de ces espèces de côté station-service, garage, enfin poussière. Mais justement, dans ce livre, vous n'abordez pas que les endroits beaux, que les endroits qui ne sont pas saccagés par une certaine urbanisation excessive. Vous arpentez aussi des territoires complètement détruits. Vous ne détestez pas aller sur les parkings des supermarchés. Vous ne détestez pas prendre des ponts qui sont plus ou moins branlants. Vous vous mettez quelquefois d'ailleurs en danger. Oh, en danger, c'est un bien grand mot quand même. Mais disons... En instabilité, je dirais. Oui, en posture d'être dérangé, en effet, puisque évidemment, ça aurait été totalement absurde de parcourir les C'est pas la première classe que vous prenez. Ben non, on voit mal, puis les gens sont beaucoup plus bavards et discourtois en règle générale, de toute façon, en première classe. Mais le but, ça n'aurait pas du tout été forcément de parcourir, je sais pas, la France des monuments ou la France de ces lieux de mémoire même reconnus comme tels. Au contraire, c'était l'idée étant que la mémoire est d'une certaine manière à la fois indivise et impalpable, comme ça, répandue en sommeil, donc d'aller la trouver là où, en général, on ne s'attend pas à ce qu'elle-même s'éveille et à ce qu'elle-même envoie des signaux. Donc ces signaux, on peut les percevoir absolument, non pas n'importe où, mais disons, il n'y a pas de hiérarchie dans l'envoi des signaux. Et dans le livre, je tenais non seulement à ce qu'il n'y ait pas de haut lieu, mais c'était pas systématique non plus. Par exemple, il y a un chapitre sur le pont du Gard, un chapitre sur le château de Fontainebleau, mais il n'y a pas beaucoup de lieux historiques comme ça. Donc c'était comme ça. Et l'idée d'aller... De vagabondage aussi. Oui, de vagabondage. Enfin, donc c'était forcément de décider d'être voyageur dans mon propre pays. Et c'est très facile et c'est même très agréable. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on voit fait plaisir, puisque évidemment on a des réactions beaucoup plus, un affect quand même beaucoup plus facilement irritable dans son propre pays qu'ailleurs, puisqu'on a honte, voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai été quand même assez étonné, dépaysé, d'où le titre. Voilà. Vous inscrivez-vous dans la tradition des écrivains voyageurs du 19e siècle, comme Flaubert par exemple, ou plutôt dans celle des romantiques allemands que vous nous avez contribué à faire connaître? Moi, je m'inscris pas vraiment dans une tradition, mais en tout cas, certainement pas déjà dans les écrivains voyageurs. Plus, je trouve pas du tout que Flaubert soit un grand voyageur. Je trouve que son voyage en Égypte est nul par rapport, par exemple, au voyage en Orient de Nerval. Je trouve que l'attitude du petit bourgeois français, que tout irrite, qui ne pense qu'à se taper des filles, je trouve lamentable ce livre, je vous l'avoue. Et donc, évidemment, que moi, je me situe beaucoup plus dans une lignée ou dans une descendance, disons, lointaine d'ailleurs, du romantisme allemand, mais j'aimerais surtout pas qu'on pense, ah là là, d'opposer le romantisme à Flaubert comme ça, dans une vision un peu caricaturale, pas du tout. C'est simplement, disons que la forme de la curiosité, voilà, la forme de la curiosité qui a été définie, élargie, explorée par les romantiques allemands, à la suite d'ailleurs de ce qui était venu avec le mouvement du XVIIIe siècle, avec les Lumières, la façon dont ils ont tamisé les lumières et les ont rendues plus subtiles d'une certaine manière. Ça, oui, c'est pour moi un moment très important et je pense et c'est vrai que la plupart des choses qui me concernent le plus profondément dans la littérature ou la pensée, par exemple Walter Benjamin, sont dans la descendance de ça. Et bon. On pense à Walter Benjamin en lisant Le Dépaysement aussi. Tant mieux, j'espère bien, mais disons qu'il est sans doute l'écrivain ou le penseur qui compte le plus pour moi, c'est indéniable, oui. Acceptez-vous le mot, la dénomination poète vous concernant? Non, enfin, elle me gêne pas vraiment, mais elle me fait pas plaisir non plus. Pourquoi? Je sais pas, parce que disons qu'il y a quand même une institutionnalisation d'une certaine marge luxueuse ou au contraire comme ça
on est remisé quand même. Alors le poème est sans doute pour moi la forme la plus dure, je dirais, la plus au sens d'un noyau dur, la plus dure de la littérature et peut-être celle qui au fond me captive le plus. Mais disons la façon dont les poètes s'agrègent autour du poème absent comme ça, dans des sortes de petits clans, etc. Je me suis jamais senti trop proche de cela. Mais ça change rien. Et de toute façon, après, si on m'appelle philosophe, je me récuse. Si on m'appelle écrivain, c'est le mieux, c'est ce qui est sur le passeport. Mais en même temps, je me sens pas du tout proche de 90% de là-bas. Et pourtant, vous avez publié plus d'une 50aine de livres. Ah bon? Bah oui, il y a des récits, il y a des écrits sur l'art, il y a des essais, il y a du théâtre, on y reviendra, et il y a aussi poésie, les îles de la Sonde, l'astrolabe dans la passe des Français, le gramme des sursauts, défaire le vide, l'étoilement, Per modo del vestigio, et il y en a d'autres encore. Hein. Ça, c'est des livres assez anciens, oui. Bah oui. Mais ce sont des Blanc sur noir. Ce sont de très petits livres. Basse continue, c'est en 2000. Blanc sur noir, C'était il y a 12 ans, c'était il n'y a pas si longtemps. Non, mais Blanc sur noir, c'est juste un seul petit, c'est un poème. Bah oui, mais la poésie, quelquefois, c'est un poème. Oui. Nous allons écouter Apollinaire, qui va lire lui-même son poème, Le Pont. Mirabeau, à mon avis. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. C'est assez extraordinaire d'entendre Apollinaire lire lui-même ce poème ô combien célèbre. C'est une des plus vieilles archives de l'Institut national de l'audiovisuel. Est-ce que ce poème a compté pour vous? Vous l'avez appris à l'école comme tout le monde? Je connaissais cet enregistrement, ce qui est très très émouvant. C'est drôle parce qu'Apollinaire, il y a ça, et puis il y a un flipbook où on le voit avec son ami André Rouvert. Ils sont allés faire ça, et c'est assez extraordinaire, mais ça fait comme un petit film où on le voit vivant d'une certaine manière. Et il est très frappant comme homme parce que il est très très contemporain. Enfin, bon, bien sûr que la diction est d'époque, mais en même temps non. On entend extrêmement bien ce qu'il dit. Et puis bon, il a un tel sens de la musicalité de cette langue-là, et en plus aussi les contenus très un peu. Enfin voilà, il a trouvé. Il était extrêmement fort. Et pour moi, il a beaucoup compté. C'est un hasard biographique, c'est qu'en fait, il y avait en classe de troisième, il y avait une dame professeure de français très charmante qui était bossue, très violemment bossue d'ailleurs. Elle était formidable. Et elle nous avait fait en dictée le début de la chanson du Mal-Aimé, en nous disant: je vous fais un cadeau, il n'y a pas de ponctuation. Mais moi, j'avais été absolument sidéré, quoi, j'étais jeune, hein, troisième. Et je me souviens d'avoir acheté Alcool après, avec l'argent de poche, et puis ça a été presque pour moi un enclenchement. Donc c'est un poète, d'ailleurs je le trouve assez sous-estimé. C'est-à-dire bon, qu'on va voir par exemple les poéticiens, les théoriciens, les philosophes comme ça, ils vont toujours évidemment vers Baudelaire, c'est normal, vers Mallarmé, c'est normal, et je dis pas du tout qu'Apollinaire est de la même eau, de la même... mais je crois qu'il y a une densité même philosophique de son poème, parce que quand on dit qu'il a le sens de la musique, de la langue et du français, bon, on a dit une chose, mais il faudrait pouvoir l'expliquer plus avant.
C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Voilà. Et même, d'ailleurs, les jours s'en vont, je demeure. Déjà, c'est une formulation assez incroyable. Ça reprend la chose d'Héraclite avec le temps, le fleuve, etc. Mais l'idée de je demeure, c'est d'être cette espèce de point fixe, ce qui est faux, puisqu'en même temps, nous aussi, on est embarqués dans le cours du temps, évidemment. Mais c'est l'idée même que, tout en étant embarqué dans le cours du temps, on peut dire je demeure à un moment donné, comme on peut dire je pense, d'ailleurs. Il y a un côté cogito-poétique, mine de rien, dans ce poème-là. C'est assez formidable, en fait. Alors et en même temps, tout en étant comme une chanson. C'est là où il est très, très exceptionnel. Souvent imité, jamais égalé, d'ailleurs. Nous allons entendre la voix de Michel Léris, qui va parler de son désir d'être poète. C'était un entretien avec Paul Chavas du 15 janvier 1968. Décidément, ce que j'ai toujours voulu, c'est être un poète et écrire des poèmes. Au bout de mes presque 25 ans, j'en avais assez. Vraiment, c'était tout de même que ça avait quelque chose, même d'absolument absurde, en fait, de chercher pendant si longtemps une règle. Et en me disant que cette règle, si jamais je la trouvais, eh bien, je la trouverais à mon dernier souffle, quand elle ne pourrait plus être appliquée du tout. Et puis en même temps, ce qui m'agaçait, ça c'est une chose que je dois un petit peu à Georges Bataille, c'est l'horreur de ce qu'il appelait la pensée discursive. Je crois que la pensée discursive, analytique, émiette les choses. Ce qu'il faut, c'est condenser, enfin, une pensée, disons, synthétique ou poétique, ce qui pour moi revient un peu au même. Donc, j'ai mis le point final à ce livre en me disant, bon, maintenant, je voudrais vraiment de nouveau faire œuvre poétique. C'est-à-dire d'écrire des choses condensées et par définition brèves. Or, depuis très peu de temps, je peux dire quelques jours à peine, ou quelques semaines à peine, je me rends compte que bien que je n'ai pas du tout changé, je continue à rejeter, ou en tout cas à critiquer la pensée discursive et avoir une nette préférence pour la pensée, comme aurait dit Bataille, fulgurante. Je m'aperçois que tout compte fait, je ne peux pas me passer d'être sur un travail de longue haleine, ce qui est la contradiction la plus absolue, enfin, qui se puisse imaginer. On me dira bien que pour quelqu'un comme Mallarmé, il y a beaucoup de ces poèmes, tous courts, qui ont été des travaux de longue haleine, dont on connaît plusieurs versions, et auxquels il a travaillé, sinon toute sa vie, du moins pendant des années et des années. Mais c'est tout de même pas comme ça que je vois la chose. Quand je parle de choses condensées, justement, je reprends l'épithète fulgurante. Il faut que ce soit soudain, enfin, très rapide. Pour moi, ce n'est pas quelque chose à quoi on puisse arriver à force de patience. Il faut que ce soit donné presque, je dirais presque par illumination. Alors là, la contradiction est effroyable. Et je ne sais vraiment pas si jamais j'arriverai à la surmonter. Que représente pour vous la figure de Michel Léris ? Voici aussi un homme comme Apollinaire, qui a été célébré il y a encore une dizaine d'années et puis qui maintenant est un peu oublié. J'espère qu'il va revenir. Apollinaire n'est pas oublié, mais Léris, oui, beaucoup. Apollinaire est enseigné, oui, mais il est enseigné, pas oui. Vitalisé. Voilà, disons. absolument, vous avez raison. Et pour Léris, c'est même pire là. C'est très dommage. Pour moi, il représente beaucoup parce que, disons, des grands écrivains du XXe siècle, il est le seul que j'ai bien connu, que j'ai fréquenté assez régulièrement à partir de 1976 par là. Oui, c'est ça. Donc il était au Musée de l'Homme. Il était, de toute façon, il en est jamais vraiment parti. Il avait son bureau. À la fin, ils l'ont embêté, même avec ça, de façon incroyablement vulgaire. Donc, je le voyais assez régulièrement, et avec l'étrange chose que c'est de voir régulièrement, de devenir ami, au fond, de quelqu'un qui a quand même 47 ans de plus que vous. Donc, c'est plus que 2 générations. J'ai pratiquement jamais eu ce rapport avec aucun autre écrivain de mon âge ou plus jeune. C'est un rapport de quasi de collègue. C'est-à-dire, il interrogeait comment vous faites, etc. Alors, il y a des choses qu'il pouvait plus faire. Il me dit, mais Jean-Christophe, mais comment est Paris la nuit? Vous comprenez bien, je peux pas y aller, etc. Donc, j'ai eu des tas de souvenirs, peut-être un jour je les raconterai,
certains très émouvants d'ailleurs vers la fin. Et voilà, donc ça c'est sur le plan personnel. Mais si j'avais tellement tenu à le rencontrer, c'est aussi évidemment bien sûr parce que je pensais que son œuvre était extrêmement importante. D'ailleurs, la contradiction qu'il exprime, là, elle est tout à fait au nodal, puisque c'est cette volonté d'être poète, tout en fond, c'est pas on peut pas dire en n'y parvenant pas, mais en y parvenant par d'autres moyens que celui simplement du poème, puis cette espèce de torsion constante entre une volonté de contourner, de détourner le discursif, tout en même temps en étant sans fin dans une espèce d'explication avec soi-même. Et puis aussi, pour moi, comptait aussi une importance fondamentale pour lui du matériau, c'est-à-dire de penser qu'au fond, pour le dire très rapidement, la réalité dépassait toujours tellement la fiction que c'était même pas la peine de faire de fiction, quoi. Je me souviens d'ailleurs, j'ai écrit un article sur lui qui s'appelait « Un fleuve sans roman », en jouant évidemment sur la notion de roman-fleuve. Et c'est ça son œuvre, un fleuve sans roman, et avec tout, des îlots, des remous, des petits coins tranquilles, mais une espèce de brusquerie comme ça dans la volonté de saisir malgré tout quelque chose, de retenir malgré tout quelque chose de cette réalité toujours très complexe et toujours surtout fuyante, comme le dit si bien le poème d'Apollinaire. En tout cas, c'est très dommage, mais aussi il faut dire que son œuvre, qui n'a jamais fait de concession à, disons, la tradition, la belle écriture, la belle langue, etc. En même temps, elle est un peu à rebours de ce qui se pratique le plus couramment aujourd'hui, c'est-à-dire une littérature de sujet, verbe, complément, qui peut avoir beaucoup de qualités, mais qui, en tout cas, n'encourage pas à lire le creusement infini d'une phrase sans fin, qui est un peu la problématique littéraire, la question de Léris, c'est-à-dire que à même la phrase s'écrit la recherche, et non pas, voilà. Et si on relit, on rouvre l'âge d'homme ou la règle du jeu, en fait, c'est formidablement vif. Vous avez beaucoup de points communs avec Michel Léris, le voyage, la découverte de l'autre avec un grand A, et puis l'art et les écrits sur l'art. Ils viennent de paraître aux éditions du CNRS une somme considérable qui rassemble tous les écrits de Michel Léris sur l'art. C'est très impressionnant de voir à quel point, effectivement, Michel Léris a été un grand découvreur. Oui, enfin, la grande différence, c'est que tout de même, lui, il avait un autre métier. Et il appelait ça galeriste. Un métier. Non, mais surtout, il a été anthropologue, ethnologue. Donc moi, évidemment, je pratique des métiers, mais je peux pas dire que même là, le fait que j'enseigne ou le fait qu'autrefois j'ai travaillé beaucoup dans l'édition, c'est pas de même nature. Donc ça fait une grosse différence. Et puis ces écrits sur l'art sont pour l'essentiel des écrits. Il vivait dans la plénitude, disons, du XXe siècle, avec le développement. Les œuvres aujourd'hui ultra classiques de Miro, de Picasso, de Giacometti, elles étaient en gestation, elles se fabriquaient sous ses yeux. Et il les avait très, très grands ouverts, avec aucune espèce de préjugés, y compris pas forcément les préjugés, disons, d'une certaine scolastique d'avant-garde qui était pratiquée par certains. La différence, peut-être, il n'a peut-être pas beaucoup écrit sur l'art du passé lointain, mais ça faisait aussi partie de cette façon de faire qui était presque obligatoire, en tout cas dans la première partie du XXe siècle, c'est-à-dire l'effet de rupture des avant-gardes était tellement violent que sauf exception, on aurait eu du mal à concevoir qu'on puisse écrire quelque chose de porteur, de nouveau, d'innovant, d'inouï, en prenant Rembrandt ou Michel-Ange. Alors qu'aujourd'hui, comme une espèce de moment de récapitulation générale et de mise en circulation de tout avec tout, que je trouve, c'est comme ça, l'époque est comme ça, et je trouve ça plutôt bien aussi. On peut s'intéresser aussi tout autant à l'art du passé. Oui, l'art du passé revient même dans les expositions ultra-contemporaines. Effectivement, on a vu à la Biennale de Venise récemment à quel point l'art ancien pouvait illuminer l'art contemporain, alors qu'on les a opposés pendant des décennies, y compris dans l'enseignement d'ailleurs. Ah oui, ça c'est tout à fait ridicule, ce type d'opposition. Justement, c'est ça, un des plaisirs quand on voyage, justement, c'est de pouvoir aller dans un musée dont on n'entend pas grand-chose, et puis
on ne sait pas du tout ce qui va alerter. C'est comme dans la rue, hein, on ne sait pas d'avance. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu l'occasion d'aller à nouveau aux États-Unis. Je suis allé à Baltimore, que je ne connaissais pas. Alors, tout le monde me disait, Baltimore, mais c'est The File, c'est ce feuilleton que j'avoue, je ne connais pas. Je ne m'en vante pas, mais je regarde pratiquement. Oui, vous devriez le regarder, mais c'est vachement bien. Je regarde pratiquement jamais la télévision pour des... Mais c'est pas la télévision, c'est vous ouvrez la télévision pour regarder une série. Oui, mais j'ai pas le temps. Et on peut pas tout faire. Donc, je connaissais pas ça. Mais par contre, alors, je comprenais que j'étais dans une ville devenue mythique par l'intermédiaire de ce feuilleton, contre qui j'ai absolument rien. Il n'y a aucun jugement de ma part. Quand je dis ça, c'est une question de temps, c'est tout. Mais ce qui était drôle, c'est que je me suis retrouvé, j'avais oublié ça, il y a 3 cités idéales. Il y a celle d'Urbino, bien sûr. Il y a celle de Berlin, et la 3e, elle est au Walker's Museum à Baltimore. Et paf, je tombe dessus. Donc, dans cette ville décrite comme la ville de tous les trafics, etc., une des images les plus immobiles, les plus extraordinairement fixes qui se puissent rêver. Magnifique, d'ailleurs, un état de conservation en plus assez exceptionnel. Et voilà. Et là, brusquement, on va à la fenêtre du musée et on voit l'endroit où est ce musée, qui est évidemment une partie un peu centrale et préservée, c'est pas là que se font les trafics, mais qui ressemble assez à Dublin, comme ça, etc. Puis brusquement, la ville se met à ressembler à ce qui est dans le tableau, et puis hop, une espèce de rêverie s'en va, qui mélange le XVIIIe siècle, de la fin XVIIIe de la place, c'est l'époque de l'indépendance, avec le rêve, l'utopie, disons, renaissante, et puis en même temps, on voit bien que c'est traversé par des énergies déviantes d'aujourd'hui, etc. Puis on descend au port. Et tout nourrit tout. C'est ça qui est assez formidable. Et pareil, après on change de salle parce que ce genre de musée est comme ça, on se retrouve devant des céramiques Tang chinoises. Et là, alors c'est peut-être encore plus lointain, mais non, pas du tout, parce qu'après on descend dans la rue. Enfin, et on tombe. Bon, la phrase, c'est vrai que je cite tout le temps de Novalis, c'est « Nous vivons dans un roman colossal, en grand et en petit ». C'est ça la base du travail. Donc alors à chaque fois qu'on ouvre une porte ou qu'on met le doigt sur quelque chose ou qu'on regarde quelque chose dans une vitrine ou dans un coin de vitrine, eh bien on est toujours dans une ligne de ce roman colossal et elle est toujours en interaction avec toutes les autres. Simplement, en règle générale, tout est compartimenté, tout est fait pour qu'on le voit pas, le roman colossal. Et donc le travail de l'écrivain, pour moi, c'est pas d'écrire des romans, c'est de restituer le roman colossal. D'ailleurs, à l'intérieur de on peut le faire en écrivant des romans, de votre œuvre, Jean-Christophe Bailly, il y a tous les modes d'écriture, sauf le roman. Pourquoi ? C'est devenu une sorte de préciosité, presque de pied de nez à mes camarades romanciers, mais peut-être j'en écrirai un jour, mais je ne sais pas. C'est-à-dire, quand même, je suis sur le plan personnel, c'est-à-dire je n'ai aucun jugement sur la forme roman. Hein. Non, oui, peut-être. Mais vous êtes un lecteur de romans ? Oui, j'en lis plein, des romans d'autrefois, des romans d'aujourd'hui, bien sûr. Et moi, j'ai toujours un désir de pratiquer la littérature de façon plus désordonnée, d'une certaine manière, en travaillant, je sais pas, à écrire un article pour quelque chose, sur un artiste, en même temps préparer une conférence plus philosophique, et en même temps en ayant un travail de longue haleine par derrière, et puis donc toujours 5 ou 6 chantiers à la fois. Et les romanciers, j'ai remarqué, en règle générale, pas toujours, évidemment, il n'y a pas de règle, mais il y a une espèce de côté de routinier qui leur est nécessaire, etc. Il y a cet aspect-là donc qui m'éloigne de ça. Et puis ma conviction, en effet, que de toute façon, si je prends le train, que je regarde attentivement comme j'aime le faire, ou si je vais me promener, etc., je passe devant un faubourg complètement éteint d'une ville de province, et ça y est, le roman, il se met en route tout seul. Tout seul, mais ça me fait plus plaisir de le lire comme ça qu'en tout cas de l'écrire. Nous allons écouter la voix de Jacques Monory qui va parler de son impossibilité de s'exprimer autrement que par le biais de l'autobiographie et de ce qu'il appelle son romantisme. C'est un entretien avec Franck Venaille daté du 22 avril 1976. Je pense que c'est le monde entier exprimé et vu à travers soi-même que l'on peut faire et rien d'autre. J'ai rien d'autre à m'apporter. Je peux pas avoir une pensée fondamentale comme pouvait en avoir Einstein sur le monde, une pensée mathématique du monde. Moi, je ne peux pas. Je peux seulement l'exprimer à travers moi, à travers mon autobiographie.
aux deux extrémités ou aux deux pôles de vous-même et de votre œuvre, il y a la violence, la couleur, et en opposition le froid, la mort ou le silence. Et au milieu de tout ça, vous êtes là, vous peignez, et c'est peut-être cela, être romantique. Ah oui. Ah, je suis romantique. Oui, je crois que je suis assez profondément romantique, si on peut cataloguer les gens en esprit classique et en esprit romantique, avec tous les nuances et les passages de l'un à l'autre. Je suis romantique, oui. Et qu'ajouter là-dessus? Je ne sais pas. En tout cas, je suis pour un romantisme qui prendrait les moyens de notre temps et le romantisme de notre temps. Les romantiques de l'époque historique romantique étaient des gens extrêmement modernes. On a des grimaces limitées. On a une dizaine de grimaces, alors on passe d'une à l'autre. Et les sociétés passent d'une grimace à l'autre. Alors on va passer à la grimace romantique. Ce sera parfait. Et c'est celle qui vous convient le mieux, quand même. Ah oui, c'est celle-là qui me convient le mieux. C'est avec les gens profondément romantiques que j'ai le plus de liens. Je peux admirer certaines attitudes analytiques très rigoureuses, mais je ne les aime pas. Les gens que j'aime sont ceux qui passionnément se donnent, et je les aime encore mieux quand ils prennent des apparences opposées, peut-être. Jacques Monory a une importance, je crois, très grande dans votre existence, pas seulement sur le plan familial, mais sur le plan de la création. Mais oui, enfin c'est lié, puisque le hasard fait qu'on est de la même famille et que je l'ai connu quand j'étais tout petit, et que donc la première fenêtre qui s'est ouverte pour moi avec l'art, et de façon non livresque et de façon non pas liée à l'éducation, aux visites au Louvre, etc. C'était d'aller le voir à l'atelier, et puis les livres, à l'époque il travaillait pour Delpire, donc il mettait en page des livres, il nous les amenait, etc. C'est pareil, c'est un peu comme les risques, c'est plus tout à fait... on n'y pense plus comme on y pensait il y a 20 ou 30 ans, disons, la mode, etc. Mais c'est pas très grave. Il n'est pas assez exposé. Oui, bien, c'est pas très grave. C'est embêtant quand même, mais ce qui est embêtant, c'est pas ça en soi, c'est la vitesse à laquelle, le système de la mode, au fond, s'est imposé dans le monde des arts. Il y a quelque chose d'assez pénible là-dedans, mais en tout cas, par rapport à ce que son œuvre représente, il y a un retard, et il sera comblé un jour ou l'autre, mais en tout cas, c'est une œuvre extrêmement importante, parce que cette autobiographie peinte, c'est quelque chose, en fait, d'assez rare. Hein. Et au sein de la figuration narrative, enfin, ce qu'on a appelé comme ça, il est le seul à avoir pratiqué cela. Donc une peinture en effet littéraire, mais pourquoi pas je vois pas pourquoi. Souvent, le but bizarrement, quand on dit que c'est littéraire, souvent on pense que c'est mal. Non, c'est très bien. Donc qui passe par au crible de la modernité telle que Baudelaire l'avait définie, etc. Et puis qui est une peinture très urbaine, etc. Mais il y a des tableaux dont je me souviens vraiment par cœur, quoi, qui m'ont vraiment bouleversé quand ils apparaissaient. Voilà. Oui. Et donc aussi, la vie est marquée comme ça par la possibilité d'avoir, disons, comme disait Blanchot, un entretien infini avec certaines personnes. Et pour moi, c'est peut-être le premier qui a commencé. Enfin, j'ai commencé par cet entretien-là. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'aviez pas de genre spécialisé. Vous avez cité Walter Benjamin. Vous avez publié donc des poèmes, des récits. Vous avez aussi écrit des pièces de théâtre, des essais. Et je n'arrive pas à comprendre. Vous avez dit que vous aviez plusieurs chantiers simultanés. Je n'arrive pas à comprendre si c'est une décision que vous avez prise un jour, parce que au départ, vous avez été influencé par le surréalisme, et puis ensuite, vous avez opéré une rupture avec ce mouvement littéraire pour vous diriger plus vers une reconnaissance. Et encore une fois, vous nous avez fait découvrir, grâce à la collection que vous avez faite chez Christian Bourgois, les textes fondamentaux du romantisme allemand.
Qu'est-ce qui a présidé à cette décision d'appartenir à tous les genres ? Bon, mais il y a un côté, il y a quelque chose d'ambitieux, voire de présomptueux peut-être, c'est-à-dire de... Encyclopédique ? Oui, c'est-à-dire d'une part, disons sur le plan du genre littéraire, c'était vraiment en effet s'inscrire là dans la continuité de ce à quoi les romantiques allemands ont rêvé. Donc ils rêvaient à un dépassement des genres, à une contamination des genres les uns par les autres, à ce qu'ils ont appelé un genre des genres, comme ça, qui intégrerait la critique, le poème, la fiction et même l'exposé analytique, enfin qui ferait une espèce de torsion, jamais satisfaite d'elle-même de tout ça, mais toujours en vue d'une espèce d'hyperforme, si on pouvait dire les choses comme ça. Il y a ça, et puis en effet la forme de la curiosité. Donc il y a d'une part c'est-à-dire la curiosité encyclopédique en effet, c'est même un travers peut-être, mais c'est-à-dire je suis éternellement en essayant d'être attentif en fait. Je me rends compte qu'attentif et distrait sont presque synonymes. C'est-à-dire, si on est vraiment attentif, je sais pas, on est chez quelqu'un, puis on va voir passer un oiseau, et brusquement, c'est l'oiseau qui va emporter la forme de l'attention. Donc, on va avoir, disons, un petit éclair ornithologique comme ça qui va venir habiter la pensée, et puis on peut le développer, etc. Et à l'exception peut-être de quelques domaines comme le droit, ou la psychanalyse, etc. J'essaye non pas de fourrer mon nez partout, mais il se trouve que les signaux, des signaux sont continuellement envoyés, donc j'essaye, c'est évidemment impossible, de les réceptionner. Et quand je dis que le droit, c'est même pas un jugement, parce que je me souviens d'avoir feuilleté, par exemple, un livre, c'était dans une foire du livre ou un truc comme ça, je me souviens d'avoir feuilleté un livre sur le droit foncier à Byzance. Et presque avec l'idée que ça allait être l'ennui même. Or, pas du tout, en fait, parce que je me souviens qu'était expliquée la façon dont se faisaient les bornages dans les champs par des signes de couleur, etc. Et puis les discussions byzantines, en effet, sur à qui appartient quoi. Et en fait, on était au centre de la question de la propriété, au centre de questions fondamentales comme le marquage du territoire, etc. Donc, en fait, c'est ce qui est affolant, c'est qu'en fait, il y a pratiquement pas d'insignifiance. Il y a de l'insignifiance parfois dans les propos balancés, généraux, idéologiques, enfin dans les discours politiques notamment. Mais dans le matériau, il n'y a jamais d'insignifiance. Vous êtes aussi philosophe, Jean-Christophe Bailly. Vous avez donc créé cette collection des trois avec Michel Deutsch et Philippe Lacoue-Labarthe. Vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule « La véridiction sur Philippe Lacoue-Labarthe ». Nous allons entendre sa voix. Philippe Lacoue-Labarthe, aujourd'hui disparu, va parler de sa voix et va lire un extrait de phrase. C'était le 14 janvier 1979. Il était en train de travailler justement sur ce texte de phrase et c'est un extrait de Poésie ininterrompue, un entretien avec Claude Royer-Journoud. Sans fausse coquetterie, sans fausse modestie. C'est une voix, je ne dois pas être le seul dans ce cas-là, que je ne supporte pas d'entendre de l'extérieur. Quelquefois même pour des raisons très profondes et qui tiennent au passage de la voix d'autrui dans votre propre voix. Je n'aime pas non plus l'entendre de l'intérieur. Je reconnais simplement quelque chose, c'est que elle est hachée, distribuée, scandée, selon un certain rythme. Et que, comme toute voix, j'imagine qu'elle est révélatrice. De quoi ? D'une certaine frappe, d'une certaine empreinte, d'un certain type dont je suis persuadé que nous sommes marqués, et qui, outre nos gestes, nos attitudes, sans doute notre manière de penser, mais aussi bien notre manière de nous déplacer, de saisir des choses, de fumer une cigarette, etc., impose certains traits à notre voix. J'ai l'impression ou le soupçon que la voix est ce qui révèle le plus d'un sujet, si tant est qu'un sujet soit révélable. Et en tous les cas, ce qui me fascine, ou m'émeut, ou m'intéresse, ou requiert mon attention chez les autres, la plupart du temps, c'est la voix. Phrase. Extrait d'un travail poétique en cours. Laisse
laisse venir, céder probablement ou sourdre, bien qu'à peine, ce qui ne viendra pas et ne peut arriver, faute ne serait-ce que d'un infaillible rivage, et parce qu'il est manifeste qu'en toi, c'est ailleurs, nulle part où tu ne te troubles que cela ruisselle ou s'effondre. Je ne sais pas, je pense à un visage exténué, trahi, couvert de larmes, etc., en fait à la supplication. Laisse, oui, laisse vieillir en toi et décliner ce qui n'a pas eu lieu. Nous y sommes tenus, contraints, de même qu'à l'irrévocable qui, l'un à jamais selon l'autre nous sépare, l'un à part l'autre nous lie. Car nous expose que l'écho en nous soit presque d'aucune voix, les choses autour de nous, ce jardin par exemple, là, cette prairie, toujours la même, trace bien entendu d'aucun passage. Et ne dis pas « c'est horrible », n'implore pas, ne t'effraie pas non plus. C'est, il est vrai, sans appel, et nous sommes incontestablement désertés. Mais accepte, quand même, ne te détourne pas. Accepte comme lorsque tu te redresses, honteuse, ignorant tout de ce qui te perd, cette lente catastrophe ou cet exode, plutôt, qu'à peu près nous sommes. Nous venons d'entendre la voix de Philippe Lacoue-Labarthe, qui était un compagnero pour vous, Jean-Christophe Bailly. Ah, oui, c'est parle de façon complexe que je ne peux pas raconter ici et tordue au départ, puis après de façon de plus en plus lisse par le romantisme allemand qu'on s'est connu. Et il est devenu un ami très proche. C'est assez émouvant pour moi d'entendre cet extrait que je ne connaissais pas, de 79, puisqu'en fait le livre Phrases a été publié en 2000, puisque c'est un livre qui est fait qui reprend des textes comme ça de 25 ans. Un travail de très très longue haleine, même pour garder dans cet espace de souffle qu'indique le mot haleine, c'est un travail qui va jusqu'à l'essoufflement le plus complet, qui s'appelle Phrases et qui est un des livres, je pense, les plus importants qui soit paru dans les 20 ou 25 dernières années. De plus en plus de gens s'en aperçoivent et qui est justement très très difficile, pas en tant que tel, mais il est difficile parce qu'il est vraiment insituable entre la philosophie, la poésie, et même par moments il y a évidemment du discours analytique dedans et la critique interne à ce discours et la recherche d'une exactitude, enfin de ce qu'il a appelé lui-même une véridiction, c'est-à-dire en décomposant la diction du vrai, avec le côté tranchant et le côté même l'autorité que cela peut supposer, qui s'entend d'ailleurs étrangement dans sa voix, une espèce d'étrange symbiose entre l'autorité et le doute le plus fulgurant. Jean-Christophe Bailly, on va se quitter comme on a commencé. Si je vous dis le mot neige, vous pouvez me répondre ce que vous avez écrit dans ce livre magnifique qui s'intitule « Le propre du langage, voyage au pluriel au pays des noms communs ». Je vous cite « L'événement de la neige, c'est bien sûr le silence. Lorsqu'elle tombe, c'est sans faire de bruit, en une chute amortie et lente. Et lorsqu'elle est tombée, la couche étant devenue assez épaisse pour former ce que depuis l'école nous appelons son manteau, c'est comme si tout le réel était pris dans le silence de sa chute, mais encore aggravé, creusé jusqu'au miracle d'une rédemption. La trêve, le suspens, la dilatation de la finitude dans une pureté sonore qui la séduit, tels sont les traits que la neige donne au monde comme le cadeau d'une floraison immense, confondue à l'étendue. Merci Jean-Christophe Bailly. Merci à vous.